Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Kamara. Voilà, donc tout récemment, on a vu des religieux qui ont pris maintenant les manettes pour rapprocher les deux camps, c'est-à-dire vous, les forces vives de la Guinée, mais aussi le gouvernement de la transition dirigé par Dr Bernard Goumou. Oui. Voilà, aujourd'hui, oui. Où en est-on? Parce qu'on ressent, on ne comprend pas qu'est-ce qui se dit dans les coulisses. Qu'est-ce que vous dites? Comment ça se passe aujourd'hui, le cadre de dialogue? Ou bien vous avez quand même trouvé un terrain d'entente? Merci pour cette pertinente question. Il n'y a pas de terrain d'entente encore. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort en cours pour pouvoir justement arriver à pouvoir trouver un terrain d'entente. La vérité, c'est que les forces vivent, d'abord à travers les coalitions qui les composent. Il y a l'ANAD, il y a les, comment on appelle ça, les FNDC politiques, il y a comment on appelle ça, l'UFR, il y a les RPG Arc-en-Ciel et tant d'autres, qui sont les composantes de ces forces vives. Au départ, c'est nous qui avions demandé effectivement que le cadre de dialogue soit créé et qu'il soit inclusif. Mais si vous vous rappelez, je suis en train de vous faire la démarche simplement pour vous situer dans le contexte. Alors, on nous a préparé un cadre de concertation, alors que nous avions demandé ce cadre de dialogue. Et dès la création de ce cadre de concertation, même la CEDEAO avait dit que ce n'est pas ce qu'il fallait. Et c'est à l'issue de ça, justement, qu'il a été sorti un chronogramme de 39 mois. Ces 39 mois ont été balayés du revers de la main par la CEDEAO. Et c'était même contraire à l'esprit de la charte de la CEDEAO, comment on appelle, de la transition elle-même, du CNRD. La charte du CNRD avait effectivement dit que ce point serait discuté entre le CNRD et les forces vives. Mais à notre grand étonnement, il y a eu un document qui était sorti justement qui faisait partie de, qui imposait pratiquement la voie à suivre. Alors, nous avons dit que ce document ne nous convenait pas parce qu'il était contraire à ce que la charte elle-même disait. La CEDEAO nous a emboîté le pas. Alors, plus tard, lorsqu'il y a eu des menaces de sanctions, c'est en ce moment qu'on a vu effectivement qu'il y avait des efforts pour pouvoir faire bouger les choses. Mais en ce moment, ça trouvait déjà que nous étions un peu éloignés. Alors, les facilitatrices sont venues. Elles ont essayé de faire un travail. Mais le hic, c'est quoi? Tous ceux qui sont justement rangés de ce côté, c'est des gens qui, plus ou moins, sont alignés à la vision du CNRD. Aucun d'entre eux ne peut dire qu'il est, disons, en contradiction ou en porte-à-faux avec les idéaux du CNRD. Or, tout n'est pas rose. Nous avons dit qu'on ne peut pas être juge et parti. Ces gens qui sont autour du CNRD sont généralement des gens qui cherchent des strapontins, c'est-à-dire des postes au niveau du CNRD. Or, on ne peut pas engager un dialogue, d'ailleurs qui se fait entre amis, parce que les amis ne dialoguent pas, ce sont des belligérants qui dialoguent. Quand il doit y avoir un cessez-le-feu, c'est entre des partis qui se tirent dessus, pratiquement parlant. Donc nous disons que les efforts qui ont été entrepris par les facilitatrices étaient vraiment des efforts biaisés. C'est la raison pour laquelle les forces vives n'ont pas participé à ce dialogue. Alors, puisqu'il y avait cette crise et ce manque de confiance entre le CNRD et les forces vives, les religieux, le prélat s'est interposé pour chercher à voir si il pouvait effectivement raccommoder et rapprocher les deux factions. Nous avons dit qu'il fallait y aller parce que la perception était que ce sont les forces vives, d'abord les coalitions individuelles telles que l'ANAD et les forces vives qui étaient le frein à ce processus justement de pouvoir créer les forces, disons, le cadre de dialogue inclusif. Nous avons dit que les religieux, nous les considérons comme l'interface entre Dieu en qui nous croyons tous et les hommes. Donc eux, ces religieux, devaient être à même de dire la vérité à qui que ce soit, sans avoir franchement
de crainte, de répercussions ou de rétribution. C'est la raison pour laquelle, au niveau des forces vives, nous avons dit qu'il faut faire confiance aux prélats et les laisser justement les mettre devant leurs responsabilités afin qu'ils aillent voir ce qu'il faut faire. Donc nous leur avons donné cette occasion, effectivement, et nous disons qu'ils étaient en train de jouer avec, disons, leur crédibilité. À l'heure qu'il fait, ça fait déjà 3 ou 4, 3 peut-être rencontres, les lignes n'ont pas bougé. Cela ne veut pas dire que les lignes ne peuvent pas bouger. Nous avons des préalables. Les gens disent qu'on ne peut pas aller à une rencontre comme ça avec des préalables. Mais c'est faux. Absolument faux. Les préalables existent partout où on peut parler de dialogue. Quand il s'agissait par exemple de faire arrêter la Deuxième Guerre mondiale entre les belligérants, il a bien fallu que les canons se taisent. Et si les canons doivent se taire, c'est déjà un préalable. C'est la même chose que nous sommes en train de faire. Sauf que ces préalables à notre niveau, c'est des choses qui sont à la portée effectivement du CNRD et de la gouvernance actuelle. Donc nous ne sommes pas en train d'inventer. Alors nous sommes donc pris, disons surpris effectivement, qu'il n'y ait pas d'avancée. Mais nous ne voulons pas aussi mettre en relief, disons, l'incapacité du gouvernement à pouvoir s'entendre disons, à l'interne. Parce que nous savons quand même quelque part, et il semblerait qu'il y a des dissensions même au sein de l'équipe. Aujourd'hui, le Premier ministre Bernard Goumou, semblerait-il, serait en conflit avec le ministre de la Justice, pour des raisons que nous ne connaissons pas. De toutes les façons, nous sommes certains d'une chose. Les religieux avaient pris des engagements. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils jouent leur crédibilité. Et nous attendons effectivement qu'ils puissent nous ramener quelque chose, puisque le Premier ministre lui-même avait pris des engagements sous l'influence ou alors l'insistance de, je dirais, comment on appelle ça, des forces vives. Ils avaient pris effectivement l'engagement de nous apporter des solutions qui puissent nous rassembler tous afin qu'on puisse gérer cette crise de manière consensuelle. Mais quand vous parlez de préalable, est-ce que ne pensez-vous pas que vous aussi vous exigez trop? Non, pas du tout. Ce qu'on exige, c'est prescrit dans la charte de la transition. Un point trait. On n'est pas allé en dehors de la charte de la transition pour dire il faut nous donner ceci, il faut nous donner cela. Nous avons dit vous ne pouvez pas demander aux gens de venir négocier alors que vous jetez leur fils ou leur collègue en prison. Ça, et c'est eux-mêmes qui l'avaient dit. Au moment où le CNRD prenait le pouvoir, ils avaient dit effectivement qu'ils voulaient mettre fin à cette injustice, aux poursuites extrajudiciaires, comment on appelle, au fait qu'on était en train de museler toute l'opposition. Tout ça là, c'est une panoplie dans la déclaration, enfin, panoplie de questions qui étaient dans les premières déclarations au moment de la prise du pouvoir. Donc tout ce que nous disons se trouve comment on appelle, dans cette charte. Alors, nous ne sommes pas en train de demander trop. Beaucoup pensent que quand on dit préalable, que nous sommes en train de dire d'arrêter les poursuites. Il n'a jamais été question d'arrêter les poursuites. En fait, s'il y a une chose qui a, disons, obtenu l'assentiment de pratiquement tout le monde, c'est le toilettage justement de l'écurie publique. Ça a été très bien perçu. Mais entre la déclaration, alors l'initiation de cette procédure et ce qui se passe sur le terrain, il semble qu'il y a une sorte de divorce. Parce qu'on est en train d'utiliser justement cette criève-là, qui est venue avec de très bonnes intentions, pour d'autres buts. Et c'est ce que les gens sont en train de percevoir, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'entente autour de ce qui se passe. Sinon, quand vous voulez effectivement confondre des gens qui auraient détourné, qui auraient fait ceci ou cela, il faut les confondre sur la base des preuves. Et il faut aussi leur accorder cette présomption de l'innocence. On ne l'a jamais fait. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la CRIAF est en train de comment on appelle, prendre de l'eau. Sinon, nous n'avons pas demandé ce qui n'est pas dans la charte. Voilà, monsieur le président de l'IDRP, parlez-nous aussi
de la sanction qui a été infligée par la CEDEAO, donc la communauté africaine. Finalement, parce que ça a été dit qu'aucun membre donc, du gouvernement de la transition ne doit voyager. Mais on a vu souvent le déplacement des cadres, des ministres donc, à l'international. Comment expliquez-vous ça? Est-ce que cela vraiment a un effet, un impact aujourd'hui sur la transition guinéenne? En réalité, ce qui aura un impact, ce n'est pas les déplacements. Ce qui aura un impact, c'est justement à l'échelle interne. C'est-à-dire en Guinée même, si les conditions de vie deviennent déplorables, toutes ces questions relatives aux facilités de pouvoir se déplacer ou pas seront minimes par rapport à l'urgence qui sera posée par effectivement l'acuité des besoins à l'interne. C'est ça. Alors la transition va peut-être être un peu disons, relax, ou alors il y aura des mesures de... Je ne sais pas comment je vais décrire ça, mais elle peut ne pas prendre ça au sérieux, ou alors elle peut ne pas se sentir menacée, mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, les contradictions seront telles, et la vie sur la population sera si dure qu'on va balayer du revers de la main toutes ces questions-là. Il suffit d'un seul petit problème, justement, pour pouvoir effectivement engager des changements auxquels on ne s'attendait pas. Voilà, il y a les téléspectateurs qui posent aussi la question. Il y a un monsieur, touriste Jallo, qui dit où en est les préparatifs pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pensez-vous que le délai puisse être respecté en 2024 vu les divergences entre les forces vives et la junte? En réalité, nous avons toujours dit, d'abord pour deux raisons. À partir du moment où la junte a embrassé beaucoup de projets à la fois, des projets, par exemple, dans le programme qui a été donné, le point numéro 1, c'est le changement général. Et les experts des Nations Unies disent que ce recensement général ne peut pas se faire en moins de 4 ans. Or, nous sommes en train de parler d'une période de 24 mois pour la transition. Dites-moi, on ne peut pas accommoder 4 années dans une période de 24 mois. Ça veut dire que quelque part, il y aura des rajouts intempestifs de temps, ou des demandes de rajout de temps. Ça, c'est inévitable. Il y a le fait que, en prenant aussi, en entreprenant beaucoup de projets qui ne vont pas effectivement être réalisés dans cet intervalle, on sera obligé aussi de faire des demandes en ce qui concerne des rajouts de temps pour pouvoir compléter ce projet, pour pouvoir les terminer. Alors pour ça, nous pensons en fait que c'est fait à dessein pour pouvoir faire perdurer la transition. Donc moi je suis de ceux qui pensent que nous serons hors de la période de 24 mois, à moins qu'il y ait d'autres changements qu'on ne peut pas prévoir. Vous ne croyez pas du tout le respect à ce délai? Moi je n'y crois pas. Je l'ai toujours dit, je n'y crois pas. Ça se dit, mais je n'y crois pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui n'ont pas pris corps. Il y a toujours une différence entre ce qui se dit et ce que l'on observe. Voilà, parce que d'ailleurs, on parlait de ce cadre de dialogue. Il y a eu des manifestations qui ont été projetées finalement reportées, vu bien sûr l'implication des religieux. Au cas où vos attentes ne seront pas vraiment du tout respectées, ne seront pas du tout satisfaisantes, vous allez encore descendre dans les rues. Mais écoutez, ça c'est les forces vives qui décident. Ce n'est pas l'UDRP qui va décider en tant que parti. Ce n'est pas l'ANAD aussi seul qui va décider en tant que coalition. Dans les forces vives, ce sont des coalitions qui se sont réunies. Alors, si on arrive à ce point et nous constatons effectivement qu'il y a un blocus et il n'y a pas moyen de pouvoir accommoder les demandes faites par-ci, par-là, ben, les forces vives vont se retrouver et tirer les conclusions qui s'imposent. Mais dans tous les cas, les manifestations n'ont jamais été retirées justement de l'arsenal des forces vives, parce que ce sont des moyens qui sont prescrits par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ça existe, ce sont des armes
que les forces vives peuvent utiliser en cas de nécessité. À moins que vous avez un message à lancer à l'endroit de vos militants, également au colonel Mamadi Doumbouya, Monsieur le Président. Oui, bon, nous avons toujours demandé au colonel de prendre franchement la bonne lecture de la situation sociopolitique aujourd'hui. Si les sirènes qui sont en train de tourner autour de lui lui font comprendre que lui seul il peut prendre la décision de faire ce qu'il veut, ces forces-là sont en train franchement de l'induire en erreur. Lui-même il peut avoir de très bonnes intentions, mais tant qu'il est en train d'écouter ceux qui lui disent que c'est lui seul qui peut faire ceci, c'est lui seul qui peut faire cela, en ce moment il se trompe. Parce qu'il n'aime pas beaucoup plus la Guinée que les autres. C'est une réalité. C'est tous des patriotes, tous veulent contribuer effectivement au développement de ce pays. Donc il faut s'entendre sur un certain nombre de choses. Les questions qui sont là peuvent être résolues. C'est une question de volonté politique. Si la volonté est là, je crois que ça pourra aller. Je voudrais donc lui demander de faire en sorte que il n'y ait pas, on n'aggrave pas justement le clivage qui semble exister entre les autorités et les forces vives. Nous pensons qu'il va le comprendre. Voilà, c'était le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, Dr Edouard Joutoumou Pogomo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.